Génétique, anthropocène, intersectionnalité, décroissance, ce jargon vous dit quelque chose bien sûr. Mais parfois, nous utilisons ces mots sans bien savoir ce qu'ils veulent dire. Dans les mots de la science, on revient donc sur l'histoire et le sens de ces mots-clés avec des chercheuses et chercheurs capables de nous éclairer. L'épisode du jour est dédié au Trumpisme. C'est en effet plus que jamais le moment de s'emparer de cette notion après 4 ans de fureur qu'on n'a pas tout à fait fini d'analyser et alors que Joe Biden prend la succession du 45e président des États-Unis, Donald Trump. Parler de Trumpisme suppose qu'il y a là un objet politique à part, qu'on s'interroge sur la place que celui-ci a pris au sein de la droite américaine et au-delà, qu'on se demande ce qu'il va en rester une fois l'homme en dehors de la Maison-Blanche, voire en dehors de Twitter, puisque, pour rappel, son compte a été banni. Maya Candel, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne associée à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Vous avez publié Les États-Unis et le monde de George Washington à Donald Trump en 2018 et vous avez depuis écrit un certain nombre d'articles pour tenter d'expliquer de quoi le Trumpisme est le nom. Alors reprenons. Qu'est-ce que le Trumpisme ? Quels sont les ingrédients particuliers qui composent ce courant politique ? Alors, qu'est-ce que le Trumpisme ? Je dirais que la première réponse simple et immédiate, elle part en fait du constat de la prise de ce parti républicain par Donald Trump. Et je crois que c'est d'ailleurs un constat qu'on peut confirmer même après les événements du Capitole et le vote de destitution de la Chambre, puisqu'on a vu finalement que très peu de républicains ont répudié Trump. Et donc, le Trumpisme, c'est ce que Trump a fait au Parti républicain. Ça, c'est la réponse générale. Plus précisément, en fait, le Parti républicain, comme tout parti politique, était défini par un certain nombre de points idéologiques, une certaine fusion, certains courants intellectuels, des positions politiques précises sur certains sujets. Je vais détailler bien sûr tout ça. Et puis une coalition électorale, un socle électoral d'électeurs qui votaient pour ce parti républicain. Et en fait, quand on parle de Trumpisme, donc on désigne d'une part la manière dont Trump a redéfini le parti républicain et aussi les électeurs du parti républicain. En fait, ce qui est intéressant à observer, c'est il y a deux choses, c'est-à-dire la mainmise de Trump sur ce parti républicain, qui est devenu le parti de Trump, a à la fois durci, entériné des aspects idéologiques qui étaient déjà présents. Par exemple, je vais dire tout de suite, l'exemple le plus évident, c'est l'alliance entre le parti républicain et la droite religieuse aux États-Unis. C'est quelque chose qui ne date pas de Trump. Ça commence avec Reagan dans les années 80. On commence à voir une politisation de certains secteurs de la droite religieuse aux États-Unis. Dans les années 90, certains objectifs politiques de la droite religieuse commencent à être intégrés à la plateforme du Parti républicain. Et en 2000, en quelque sorte, avec Bush, cette évolution est déjà achevée. Je pense, par exemple, aux positions, que ce soit sur le durcissement des positions anti-avortement ou sur les armes, la peine de mort et d'autres aspects comme ça. Là où Trump va plus loin, sur cet exemple en particulier, pour ne citer qu'un exemple, un des aspects de cette droite religieuse américaine, c'est qu'elle est sioniste, c'est-à-dire que Israël occupe une place importante dans son imaginaire, et en particulier, c'est ce mouvement qui a toujours milité pour le transfert de l'ambassade américaine en Israël à Jérusalem. Or, dans les années 90, cet élément est voté par la majorité républicaine au Congrès, mais tous les présidents, enfin Clinton, les présidents démocrates bien sûr, mais par exemple même Bush, qu'on associe vraiment à la droite chrétienne, ne va pas faire ce transfert. Trump le fait. Et là, on arrive à une spécificité vraiment de Trump et aussi du Trumpisme, c'est-à-dire que Trump, l'homme, n'est pas quelqu'un d'idéologique. Il avait fait des donations avant aussi bien, voire plus, au Parti démocrate qu'au Parti républicain. Mais c'est quelqu'un qui a participé, qui a parlé directement pendant la campagne aux différents groupes constitutifs du Parti républicain, à qui il a promis de faire avancer leurs objectifs politiques, et il a tenu ses promesses. Là où il a quand même vraiment, là où le Trumpisme
transforme le Parti républicain. C'est quand même assez important. Par exemple, le Parti républicain était plutôt ouvert à l'immigration parce que milieu d'affaires, libre-échange, marché du travail, etc. Trump a complètement renversé cet aspect-là. Oui, en fait, il intègre tout bonnement au parti une dimension nationaliste et une dimension antilibérale. Un point qui est très important, là où Trump a vraiment transformé le Parti républicain, c'est sur cet aspect antilibéral ou illibéral. Et là, je voudrais décliner et préciser parce que c'est vraiment très important. Donc, le premier point, c'est qu'il y a vraiment, ça marque l'aboutissement presque des guerres culturelles, ce qu'on appelle les guerres culturelles aux États-Unis. Et donc, c'est là où il faut entendre libéral au sens américain du terme, c'est-à-dire de gauche, en fait, au sens d'un certain nombre de valeurs sociétales, une société ouverte, sur les droits des minorités, ethno-raciales, genre, etc. Et donc là, on a une nouvelle synthèse intellectuelle sous la forme du Trumpisme, un peu comparable à la synthèse orbanienne de Viktor Orban, qui parle de démocratie chrétienne au sens de antilibéral, et c'est vraiment au sens des valeurs antiprogressistes, en fait. Mais un autre point qui est aussi extrêmement important, notamment pour le Parti républicain, c'est que ça doit s'entendre aussi au sens de anti-néolibéral, c'est-à-dire qu'il y a une critique extrêmement féroce, et que l'on peut aussi qualifier d'hypocrite d'ailleurs, quand même, qui critique les excès de la dérégulation impulsée par Reagan, et en particulier au niveau international, c'est-à-dire vraiment la mondialisation néolibérale. Les électeurs et les intellectuels conservateurs qui se sont ralliés au Trumpisme critiquent vraiment une politique qui, en gros, leur propos est de dire que ça s'est fait à la faveur des multinationales et des intérêts des multinationales, y compris américaines, au détriment des classes moyennes et populaires. Donc là, on a aussi une dimension populiste au sens où elle oppose un peuple aux élites. Et puis, on a aussi quelque chose de proprement américain et propre même au Parti républicain. Vous savez que dans les années 90 et surtout sous Bush, on avait une fraction idéologique, les néoconservateurs, qui avaient en gros pris la main sur la politique étrangère du Parti républicain avec tout ce qu'on connaît sur le changement de régime et la promotion de la démocratie par la force, en gros, etc. Le Trumpisme, c'est vraiment une répudiation de ça, au profit d'une nouvelle approche de la politique étrangère. Alors là, c'est quelque chose qui est profondément en débat parce qu'il y a un point qui est lié à Trump. Trump qui est arrivé au pouvoir avec des obsessions anciennes, un discours très hostile aux alliances, aux alliés, considérés comme profitant des États-Unis, contre en fait ce que on appelle l'ordre libéral international. L'ordre libéral international, ça désigne l'ensemble des institutions, l'architecture internationale que les États-Unis avaient mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Alors, et je dirais que dans ces trois aspects que je viens d'évoquer, on peut ajouter un quatrième point. Alors, c'est lié à mes travaux, je pourrais en reparler, mais je crois que, en fait, c'est tout à fait accessible au grand public depuis, clair pour tout le monde depuis les événements du 6 janvier et l'assaut contre le Capitole, c'est le Trumpisme illibéral au sens de antidémocratique. Puisque, qu'est-ce qu'on peut dire quand même, on a eu, à partir du lendemain de l'élection de novembre, Trump n'a cessé de répéter que l'élection était truquée et qu'il avait gagné cette élection. C'est un mensonge, hein. Il a perdu. Il y a 7 millions de voix d'écart au niveau national et le collège électoral a donné la victoire à Biden. Or, ces événements du 6 janvier, cet assaut du Capitole qui a été incité, encouragé par Trump, par tout un tas de gens autour de lui, repose sur ce mensonge qui a été diffusé aussi grâce aux réseaux sociaux avec ce mouvement Stop the Steal. Et cet assaut visait en fait à perturber, voire remettre en question la certification par le Congrès du vote du collège électoral
après la certification par les 50 États, puisque c'est leur prérogative, hein, on parle d'un État fédéral et ce sont les gouverneurs des États qui valident les élections dans leurs États. Il y a évidemment des gouverneurs républicains là-dedans. Donc cette foule, qui n'était vraiment pas entièrement pacifique, je crois on a tous vu les images, on peut le dire, voulait empêcher la certification et donc le transfert pacifique du pouvoir, c'est-à-dire l'essence de la démocratie, hein, puis au-delà d'attaquer directement l'institution du peuple et le processus établi par la Constitution américaine. Donc là, on sort quand même, on est dans une contestation de l'état de droit, donc je pense qu'on peut dire illibéral au sens antidémocratique. Et ce qui est fascinant avec le Trumpisme, vous en parlez dans vos travaux, c'est la théorisation à rebours. Autrement dit, puisque Trump a un style, une formule électorale gagnante, eh bien des idéologues vont ensuite théoriser tout ça. Vous pouvez nous l'expliquer ? Absolument, oui, non. Alors, en plus, c'est important parce que là, on arrive à l'autre aspect qui est important. Les Américains parlent souvent de coalition électorale. Donc, par exemple, on avait parlé de la coalition Obama parce qu'Obama avait réussi à mobiliser énormément d'électeurs, y compris des électeurs qui ne votaient pas, et à associer dans cette même coalition électorale qu'il a portée au pouvoir des gens très, très variés. Je reviens à Trump. Alors, c'est intéressant, il faut se souvenir que depuis le début des années 2000, on a eu plusieurs livres qui sont sortis annonçant une nouvelle majorité démocrate permanente, annonçant le déclin irrévocable du Parti républicain. Le Parti républicain lui-même avait fait à un moment un rapport d'autopsie après la défaite de Mitt Romney, je crois, j'ai un trou, pour essayer de voir tirer les conséquences de leur défaite. Et en fait, une des particularités de Trump, c'est d'avoir réussi à mobiliser des électeurs qui ne votaient pas. Et c'est ça aussi, alors c'est aussi les distorsions du collège électoral, mais c'est aussi cette mobilisation d'électeurs qui ne votaient pas qui l'a porté au pouvoir. Et juste un point, ce qu'on voit avec les résultats de 2020, même si Trump a perdu, ce qu'on voit, c'est que cette mobilisation et ce socle électoral du Trumpisme, indéniablement, il existe. Il s'est même consolidé et élargi de 2016 à 2020. Bien, alors je reviens à votre question sur cette théorisation à rebours. En fait, à partir de 2018, 2019, même avant, il y a un certain nombre d'intellectuels conservateurs, parce qu'aux États-Unis, on a vraiment cette idée que la vie politique repose sur des idées, c'est une bataille d'idées, et que les partis sont définis par des idées. Or, alors ça paraît un peu contre-intuitif avec Trump, mais en fait, ça reste vrai. Donc, en fait, ce qu'on a en 2019, autour d'un homme qui s'appelle Yoram Hazony, qui a écrit un livre sur le nationalisme, on a en fait quasiment toute la sphère conservatrice intellectuelle aux États-Unis, sauf ceux qui s'étaient déclarés très tôt contre Trump, mais quasiment la totalité de la sphère intellectuelle qui se réunit justement en partant de ce constat que Trump a réussi à mobiliser et définir une nouvelle coalition électorale qui a fait gagner les républicains. Et donc, il faut essayer, en même temps, c'est des gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec Trump, c'est des gens qui en off, tout comme beaucoup d'élus au Congrès, vont le critiquer, sont mal à l'aise, voire horrifiés par le personnage, mais qui ont les mêmes électeurs pour les élus. Et donc, forcément, il faut qu'ils comptent avec ce personnage. Et c'est bien tout le problème du Parti républicain. Mais donc, ces intellectuels essayent de théoriser à rebours le Trumpisme, qui est donc cet ensemble de bravado, de comportements anti-système de Trump, d'outrance verbale, mais aussi d'alliance avec le mouvement anti-avortement ou les évangéliques ou d'autres, aussi les groupes pétroliers et le big business, hein, parce qu'on sait qu'il a fait une réforme fiscale qui était favorable aux entreprises et aux riches et pas du tout à soi-disant son électorat de laisser pour compte. Mais donc ces intellectuels essayent de théoriser à rebours. En fait, ils se préparent à l'après-Trump à ce moment-là, tout simplement. Et ils essayent de fournir une forme de prêt-à-penser trumpiste aussi pour les membres du parti qui sont soumis à élection, pour conserver en fait ces électeurs de Trump, si possible, mais c'est pas dit, mais si possible sans Trump.
quels sont les éléments qui sont mis en avant par ces idéologues, comme dans le manuel trumpiste, sur quoi il faut appuyer en gros pour être un bon candidat trumpiste, si je résume? Bon, il y a d'abord, avant tout, vraiment une conversion. Ils épousent le nationalisme américain dans sa version trumpienne, c'est-à-dire parce qu'il y a deux traditions nationalistes. Aux États-Unis, une tradition, enfin, un nationalisme ethno-racial en quelque sorte. Et là, et donc c'est quelque chose qui est lié à la religion chrétienne et qui est très lié. Et ça, c'est par la voix de Trump. Évidemment, les intellectuels vont pas le dire, mais aux suprémacistes blancs et aux milices d'extrême droite. Il y a une sorte de très forte insistance sur la religion comme fondement de la société américaine, donc un retour du religieux qui était très frappant dans cette conférence fondatrice, où il y avait énormément d'évangéliques, mais aussi énormément de catholiques. Le catholicisme américain étant lui aussi traversé par des courants. Il y a un courant progressiste et un courant très conservateur aussi. Et puis aussi même des intellectuels. Je parlais de Yoram Hazony, qui est un intellectuel israélien en fait. Donc voilà, une très forte présence de la religion qui doit imprégner tous les aspects de la société. Et puis ce discours populiste qui leur sert en fait à revisiter donc à la fois le dogme réganien comme quoi le gouvernement est le problème. Alors, c'est complexe parce qu'il y a une dose d'hypocrisie et puis il y a une dose de flou au sens où il reste pour une dérégulation, mais en même temps, pour certains sujets, ils réclament une intervention de l'État. Alors, ça va être plus au sens d'un État stratège pour la politique industrielle, une politique économique, commerciale protectionniste, ce que Trump a décliné avec ses fameux tarifs, taxes à l'étranger. Donc là, on n'est plus dans le dogme classique républicain. Et puis, l'autre ingrédient, mais qui est alors, que je suis particulièrement parce que c'était mon sujet, donc sur la politique étrangère, mais où là, donc je parlais du rejet du néoconservatisme. Ça, c'est le point de départ accepté par tous. En revanche, l'issue, c'est-à-dire quelle politique étrangère avoir, ça, c'est vraiment un point de débat. Parce qu'on a à la fois une aile très isolationniste, c'est-à-dire à la fois militariste, donc grosse armée, gros budget militaire, industrie de défense, mais isolationniste. On n'intervient pas à l'étranger, on est là pour protéger le sanctuaire du territoire américain. Et puis une autre aile, que je vois quand même comme l'héritière des néoconservateurs, qui est au contraire très interventionniste et qui est l'aile qui est dans cette nouvelle guerre froide ou croisade contre la Chine. Et donc là, effectivement, on ne rentre pas en croisade contre une puissance géante ascendante en étant isolationniste. Et ça, clairement, c'est un point qui est encore en débat et où je pense qu'il y a un décalage entre... Enfin, l'électorat n'est pas clair et il y a un décalage aussi entre l'électorat et l'establishment du parti. Et puis, le dernier point qui court de l'origine du Trumpisme, de son succès jusqu'aux événements du 6 janvier, qui est la radicalisation. En fait, la radicalisation d'une partie de cet électorat et donc d'une fraction importante de la population américaine. Et là, dans cette radicalisation, alors on va parler des réseaux sociaux, on va parler des milices, on va parler de QAnon, etc. Mais il ne faut pas nier le rôle essentiel de Trump là-dedans. Par ses mensonges, par la manière extrêmement à droite, parce que si on peut reconnaître une qualité à l'homme, c'est ses qualités de communicant. N'oublions pas qu'il a la raison pour laquelle il était le plus connu au-delà des tabloïds new-yorkais, c'était quand même pour son show de télé-réalité, The Apprentice. Donc c'est un homme qui maîtrise les codes de communication actuels parfaitement. Et donc, il y a, et j'emploie pas ce terme au hasard, on a vraiment un phénomène de radicalisation qu'on peut comparer au phénomène de radicalisation djihadiste, par exemple. L'autre et dernier gros chapitre de cette émission concerne le Trumpisme une fois que Donald Trump quitte la Maison-Blanche, voire qu'il quitte Twitter, qui était quand même son médium numéro 1. Qu'est-ce qu'il advient de ce courant politique, en fait, qu'il incarne dans les institutions politiques? Qui peut continuer de le développer, de le porter? Est-ce qu'il a un futur?
Alors, c'est une excellente question et j'ai absolument pas de réponse définitive aujourd'hui, évidemment, mais il y a quand même plusieurs choses qu'on peut dire. On parlait de la polarisation au début, donc il était devenu courant de dire il y a deux Amériques. Et là, je voyais il y a quelques jours un éditorialiste, je crois américain, qui disait en fait non, il n'y a pas deux, il y a trois Amériques, parce que en fait, il y a au sein du Parti républicain, il y a une dissociation, il y a une division aujourd'hui entre ceux qui sont ancrés dans la réalité des faits et ceux qui vivent dans cette réalité parallèle, ces faits alternatifs. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça, les alternative facts, c'était ce qu'avait dit Kellyanne Conway, la chargée de presse, porte-parole de la Maison-Blanche. Elle avait dit ça en janvier 2017, quelques jours après l'arrivée au pouvoir de Trump. Et en fait, on n'a pas réalisé à l'époque à quel point ça allait définir ces 4 années. Mais c'est ce qui rend difficile l'analyse sur l'avenir du Parti républicain, parce que en fait, aujourd'hui, on n'est pas sur une division idéologique, on est vraiment sur une division sur ce qu'est la réalité. Et bien sûr, aussi en quelque sorte sur Trump. Les élections du 3 novembre n'ont pas montré une répudiation du Trumpisme par les électeurs. Ce vote de destitution montre tout sauf une répudiation de Trump par l'establishment et les élus du parti. En fait, il peut donc tout à fait garder un rôle central. Il faut voir, d'une part, quelles vont être les suites politiques, c'est-à-dire que va-t-il se passer au Sénat, puisque le Sénat est le jury en quelque sorte dans cette procédure de destitution. Quelles vont être aussi les suites judiciaires, parce que là aussi, on commence à avoir une meilleure vision et compréhension de ce qui s'est passé. On voit maintenant dans les images du Capitole qu'on regarde autrement que le premier soir où tout le monde était un peu tétanisé. Là, on voit des groupes d'hommes extrêmement organisés, avec des gilets pare-balles, avec des menottes qui passent les rayons X de l'aéroport et du Capitole, avec des oreillettes qui communiquent entre eux, etc. Donc, et là, on voit, je lisais que le leader de ce mouvement Stop the Steal, qui est vraiment le mouvement autour du mensonge sur les élections, disait qu'il avait discuté et préparé cet assaut du Capitole, y compris avec des élus qui sont aujourd'hui dans le Congrès. Donc, il va y avoir des suites. Il faut voir comment la justice va qualifier ce qui s'est passé, hein, parce que intrusion violente, c'est pas pareil que acte de sédition ou que tentative de coup d'État. Donc tout ça va compter évidemment, et ça va compter aussi pour l'avenir de Trump. Et au-delà, puisque Trump en plus va dans le 20 janvier à midi, il n'est plus président, donc il perd aussi un certain nombre d'immunités qu'il pouvait avoir. Et puis au-delà, il y a d'une part, est-ce que le Sénat va voter son inéligibilité future? Donc ça changerait évidemment la donne sur son avenir politique, même si ça n'empêche pas un de ses enfants de se présenter. Voilà. Et enfin, le dernier point qu'il faut suivre avec Trump, c'est les suites judiciaires qui concernent ses affaires. Parce que là, on a vu aussi un certain nombre de lâchages. On a du mal à hiérarchiser en ce moment le flot d'informations qui arrive, mais par exemple le fait que la Deutsche Bank veuille lâcher le client Trump, ça peut changer des choses pour l'enquête. Il y a plusieurs enquêtes menées par le procureur de New York. Donc voilà, donc toutes ces choses-là sont à suivre. Mais quid des valeurs que vous avez très bien citées et résumées au début de notre entretien, illibérales, antidémocratiques, nationalistes, qui sont portées par ce mouvement et pas que par lui? Qu'est-ce qu'il advient de tout ça, hein? Est-ce que c'est le Parti républicain qui continue de porter tout ça? Est-ce que ce sont des mouvements, des groupes militants Clairement, pour l'instant, on a une majorité qui n'a pas voulu rompre avec Trump, et puis on a un certain nombre de sénateurs, y compris des sénateurs qu'on considère comme des présidentiables, etc., qui ont repris le manteau du Trumpisme et se présentent comme de fiers héritiers de ce mouvement. D'autres n'osent pas se prononcer ou n'osent pas dire tout le mal qu'ils pensent de Trump, parce qu'ils savent très bien
que leurs électeurs, par contre, adorent Trump et que donc s'ils se prononcent trop frontalement contre l'homme ou qu'ils votent pour la destitution, ils vont perdre leur électorat. Et puis, on a vu même certains dire qu'ils avaient peur pour leur vie et celle de leur famille. Parce qu'on a ces mouvements extrêmement radicalisés et violents qui soutiennent Trump et qui ne reculent apparemment pas devant grand-chose. La vraie réponse en réalité à cette question, on l'aura, je crois, lors des prochaines élections, donc les élections de mi-mandat au Congrès en novembre 2022 et plus précisément même lors des primaires, puisque aux États-Unis, on a un découpage des circonscriptions pour la Chambre ou aussi un certain nombre d'États pour ce qui est des sénatoriales, dont on sait que, a priori, alors la victoire ira à un républicain. Et à propos des primaires, qui seront vraiment et qui sont déjà dans toutes les têtes des républicains aujourd'hui, Trump, par exemple, dès le mois de novembre, quand un certain nombre d'États, notamment Pennsylvanie, Géorgie, ont commencé à certifier des États, par exemple la Géorgie, le gouverneur est républicain, et donc la certification des résultats, c'est faite par ce gouverneur républicain qui en plus avait été soutenu par Trump lors de son élection il y a 2 ans. Et donc, et Trump tout de suite a dit je vais présenter quelqu'un contre lui lors des prochaines primaires. Et il y a même un mot aux États-Unis, to primary, c'est présenter un opposant, un challenge aux primaires. Donc en fait, je pense que c'est à ce moment-là qu'on verra, qu'on aura un verdict, parce que juste pour un mot sur la Géorgie, je disais, les élections de novembre ont montré le socle trumpiste consolidé et élargi au niveau national. En revanche, ce qu'on a vu, par exemple, en Géorgie, alors là aussi, l'analyse est un peu difficile pour les mêmes raisons, mais je pense qu'on a vu aussi une désaffection qui s'accentue, qu'on avait même vu déjà dans les midterms en 2018, d'anciens électeurs et électrices, en particulier républicaines, qui sont repoussés, qui rejettent en fait ce trumpisme et certaines des outrances du personnage, et qui donc ont quitté le parti, ne votent plus républicain, voire sont allés voter démocrate. Donc c'est une question qui est assez mouvante, qui va dépendre de la qualification des faits autour du Capitole, qui va dépendre peut-être encore plus de la bataille des narratifs et de la réécriture des événements par les médias et la bulle conservatrice n'est plus le bon mot, donc la bulle radicalisée trumpiste. Et puis évidemment, ce que vous souleviez dans votre question, mais là je serais bien en peine de répondre, que va devenir cette mouvance? Que va devenir Trump sans son fil Twitter? Comment vont s'organiser tous ces groupes sans Facebook? Comment est-ce que le FBI va surveiller aussi tout ça? Mais ça, c'est en fait, je glisse sur un autre sujet. Donc, Oui, là, c'est un sujet tout aussi passionnant de sécurité intérieure. Ma dernière question concerne tout de même la violence dont on a parlé tout du long sans vraiment la nommer. Une violence liée au suprémacisme blanc. Est-ce qu'on a franchi un cap avec le Trumpisme? Alors, là, j'espère. Le problème, c'est que je vais être trop longue encore, mais non, parce que la violence dans la vie politique américaine, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Quand même, il faut rappeler que Pierre Asner disait que la violence dans la vie politique américaine est beaucoup plus présente, contemporaine aux États-Unis qu'en Europe, où ça fait longtemps qu'on n'a plus de duel, on a arrêté ça bien avant les Américains, etc. Je reviens pas sur le Ku Klux Klan, les lynchages, ou encore, je vais aller sur la période plus récente, mais pour vous donner un exemple, alors c'est vrai qu'on a un niveau atteint qui est particulièrement grave, puisque le FBI, justement, le directeur du FBI, dans une audition au Congrès en septembre 2020, disait aux parlementaires: la première menace aujourd'hui sur la sécurité sur le territoire américain, c'est le terrorisme intérieur. Et donc, il parlait de domestic terrorism, et il parlait en particulier de ces suprémacistes blancs et de ces milices. Alors, il disait, et l'année 2019 avait été la plus violente depuis 1995, donc c'est pour dire que c'est pas nouveau complètement. 1995 sont les attentats d'Oklahoma City qui ont fait 268 morts quand même. Donc ça, c'est du terrorisme américain sur le sol américain. Alors, il y a un phénomène intéressant qui s'est déroulé sur la dernière décennie,
dont une partie est liée à Trump et l'autre pas, on a eu un nouvel essor des milices. Qui sont là aussi dans l'ADN américain, le droit à porter des armes, le second amendement, etc. Mais on a eu un essor de milices un peu différentes pour deux raisons. D'une part, ce sont des milices qui ont délibérément recruté, c'est-à-dire ciblé leurs efforts de recrutement vers des anciens militaires revenant des guerres de la décennie 2000. Et c'est là qu'on voit que même si c'est une armée professionnelle, même si on met la guerre à distance, un pays en guerre, c'est jamais anodin. Et il y a tout un tas de phénomènes de violence dans la société américaine aujourd'hui qui ne peuvent pas se comprendre sans voir que, enfin, je veux dire, il y a eu jusqu'à 200 000 hommes au Moyen-Orient militaires américains. Ces militaires sont revenus. Et en plus, il n'y a pas eu vraiment non seulement il n'y a pas eu d'efforts pour les réintégrer dans la société, etc., mais en fait, pire, il y a eu un mouvement de la société, et alors là, qui rassemble à droite comme à gauche, pour rejeter ces guerres et pour surtout dire que ces guerres n'avaient servi à rien et étaient un désastre à tout niveau. Donc voilà, donc il y a ce recrutement qui est très important. Et puis ensuite, bien sûr, il y a un rôle de Trump, évidemment, parce que Trump, au moment de Charlottesville, dont je parlais tout à l'heure, il disait il y a des gens très bien des deux côtés. Au moment de cet été, il y avait un membre d'une de ces milices qui avait tué 2 personnes après une manif. Il a dit qu'il fallait le comprendre et que c'était quelqu'un de très bien, et la Maison-Blanche l'a défendu. Et jusqu'au débat présidentiel avec Biden, il s'est adressé aux Proud Boys, donc cette milice qui a joué un rôle important le 6 janvier, encore à préciser, et il leur a dit, il n'a pas voulu les désavouer, il leur a dit stand back and stand by, c'est-à-dire soyez prêts. Donc évidemment, Trump a joué un rôle important, et c'est intéressant parce qu'en fait, il y a même des débats et des disputes assez aiguës au sein du mouvement, enfin, si on peut parler d'un mouvement des milices, mais entre milices, entre les milices canal historiques, entre guillemets, qui sont quand même fondées sur le rejet de l'État fédéral, de la puissance centrale, de l'homme fort, etc. Et puis ces nouvelles milices qui en fait soutiennent le président des États-Unis, ce qui est quand même une espèce de paradoxe par rapport à l'histoire américaine qui est intéressant. Bon, mais j'arrête parce que je pourrais développer sans fin. Maya Candel, merci infiniment. C'était les mots de la science. Ravie d'avoir participé.